Bonjour à tous, c'est Mimi Lely, j'espère que vous allez bien. Bon, il est temps de faire le bilan du challenge Petit Mois Petite Lecture que j'ai fait non pas en février mais en mars parce qu'en février je pouvais pas le faire pour tout un tas de raisons personnelles, notamment le fait que je partais en vacances et que je ne me voyais pas amener une pile de bouquins en vacances, voilà. Donc j'ai fait mon challenge Petite Lecture en mars. Bon, on va crever l'abcès tout de suite. Je comprends pourquoi je fais pas de challenge, parce que vraiment, ça m'a gavé de devoir me restreindre à une liste de trucs que j'avais choisis en avance, parce qu'en plus je sais que si je ne lisais pas ce qui était dans la liste, j'aurais jamais eu le temps de les lire, et donc le challenge n'aurait pas eu d'intérêt, puisque j'aurais pas du tout fait quoi que ce soit dedans. Et franchement, ça m'a un peu gavé, parce que, en plus, dans l'ensemble, mes lectures n'ont pas été terribles, donc... Je comprends pourquoi j'ai arrêté de faire des challenges, je suis trop mood reader pour ça. Même là, j'ai prévu un truc après ma lecture, je pense que je vais pas être dans le bon mood pour le lire, donc peut-être que je vais changer. Vous voyez, je suis trop comme ça et c'est pas possible pour moi de garder 20 bouquins identiques que j'ai prévus à l'avance. Vraiment, ça ne marche pas du tout chez moi. Vraiment... Du coup, il y a beaucoup de lectures qui n'ont pas été oufissimes. Alors, je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a vraiment, objectivement, des trucs qui me plaisaient pas tant. L'avantage du challenge, par contre, c'est que j'ai vraiment, effectivement, bien baissé ma pile à lire, puisque dans le mois de mars, j'ai lu 22 livres, dont 20 qui font partie du challenge. Mais vraiment compliqué, vraiment compliqué. En plus, j'étais très frustrée parce que juste avant le... Bah, ça, c'est de ma faute, mais en même temps, mood... c'est à ce moment-là que j'avais envie de le sortir, donc je l'ai sorti à ce moment-là. Juste avant le début du challenge, j'ai commencé Les Aventuriers de la Mer, la première intégrale, alors que ça faisait genre 2 ans que je repoussais de lire la suite de Robin Hood parce que je voulais vraiment être investie, quoi. Et en fait, ça m'a un peu bloquée. Enfin, non, ça m'a pas bloquée, ça m'a hyper frustrée de devoir m'arrêter de lire Les Aventuriers de la Mer pendant 1 mois pour pouvoir faire mon challenge. Et quand... C'est un truc de ouf, quand j'ai repris Les Aventuriers de la Mer, donc ça faisait 1 mois, et en plus j'ai lu un SP au passage. Ah mais en un paragraphe, j'ai fait voilà, c'est ça que je veux lire. En un paragraphe, j'étais dedans, quoi. Et je suis un peu dégoûtée de ce petit mois, petite lecture. Les lectures sont pas mauvaises, enfin les livres sont pas mauvais, mais vraiment c'était pas... Ou l'enchaînement... fallait pas faire ça, quoi. D'ailleurs, pour tout vous dire, je m'étais contrainte déjà à garder que 28 jours de lecture pour le mois de mars pour faire un vrai petit mois, d'accord? Donc c'est même pire que ça parce que j'ai commencé le challenge le 6 mars parce que je voulais finir le livre de Gisèle Pellico avant le challenge. Et je n'ai lu que les livres du challenge jusqu'au 27. Et à partir du 27, j'ai eu 3 jours de... J'ai pas lu du tout, quoi. Vraiment pas lu du tout. Ça m'a... Je pense que ça m'a... Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, si, j'ai commencé le SP en e-book que j'avais reçu, quoi. Mais non, vraiment, faut vraiment que j'arrête de me dire que je peux faire les challenges. Parce que, objectivement, je l'ai réussi. J'ai lu tous les livres que j'avais mis dans ma palle, plus un, puisque en fait, je me suis acheté le tome 14 de l'Atelier des Sorciers pile à ce moment-là. Ça n'avait pas de sens de le faire traîner, donc je l'ai lu à la suite des autres mangas, mais... voilà, donc ça va pas être la meilleure vidéo de bilan, mais écoutez, c'est ça aussi, hein. C'est la réalité du terrain de quand on lit. Il y a des fois, il y a des trucs qui passent pas, et là, j'avoue que j'ai quand même enchaîné des lectures vraiment qui m'ont pas plu, quoi. Ou pas assez pour me dire c'est pour ça que je lis, vous voyez. Alors, trêve de blabla, montrons tout ça. Alors, il y avait quand même, j'en ai quand même une petite pile, hein. J'ai lu tout ça. Plus les autres ateliers des sorciers que j'ai pas sortis. J'ai lu tout ça. Dans quel ordre je les prends? Je vais les prendre comme ils viennent parce que ça n'a pas beaucoup de sens de les mettre par ordre chronologique. Je peux vous faire une frise chrono dedans avec vous avez les dates parce que maintenant que j'ai mon carnet de lecture, je peux faire ça, je peux m'amuser à faire ça. Au montage, on verra si j'ai la foi. Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu, qui est l'histoire d'un mec qui a embrassé une nana, et cette nana, au moment où il l'a embrassée, elle a disparu. Elle est devenue invisible, quoi.
Donc il va passer une partie du roman à essayer de la retrouver. Et ça m'a pas plu. On m'a dit, hein, de toute façon c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté, elle m'avait dit soit ça passe soit ça casse, mais il n'y a pas d'entre-deux avec Mathias Maslieu, moi ça marche pas. C'est trop onirique, vraiment, il y a une très très vibe écume des jours de Boris Vian qui m'avait fait exactement la même impression de... J'arrive pas à rentrer dedans parce que c'est vraiment... En fait, à vouloir faire des trucs trop fantasques, moi ça marche pas du tout et ça me sort complètement de la lecture. Donc ça n'a pas marché du tout pour moi, c'est très bien écrit. C'est pas du tout mal écrit, c'est très bien écrit, mais c'est justement ce très bien écrit qui m'empêche d'être dedans. En plus, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer de façon un peu morale. Par exemple, au départ, le baiser du départ, il est volé, c'est un baiser volé. 2026, j'ai un peu de mal avec ça. Et après, il y a toute une question de... il retrouve la fille... mais en même temps, il y a son ex qui est toujours dans sa tête et tout. Et il a passé des heures et des journées et des semaines à chercher cette nana. Et au moment où il la trouve, il la fait languir. Vraiment, ça m'énerve. Vraiment, dans la morale du truc, je comprends pas. Donc, ça m'a saoulée. J'avais pas envie de lire ça. Et comme la plume est vraiment très particulière, bah du coup ça m'a ennuyée quoi. Je l'ai lu en entier hein, mais ça m'a pas plu. Voilà, ça m'a pas plu. Je vais pas vous lire les avis lecture comme j'ai fait pour les 2 précédentes vidéos parce que sinon on y est pour 107 ans. Voilà, donc ceci est un raté. Ensuite, dans la série Raté, Les clés de plume, la magie de l'inspiration de Lise Barrault. C'est un livre en auto-édition, c'est une autrice que j'avais croisée sur un salon. Je lui ai pris ça et je lui ai pris un début de saga de fantasy, on va voir si ça me parle. Ça m'a pas parlé du tout. Dans l'idée, le pitch, c'est elle a créé un conte de façon à faire travailler ses techniques d'écriture. Je me suis dit, dans l'idée, c'est chouette. Et en fait, je me suis complètement trompée de cible. C'est pas du tout fait pour moi. C'est fait pour apprendre à écrire. Parce que moi, les techniques de narration, je les ai déjà. Donc tous les codes qu'elle donnait et tous les trucs qu'elle proposait, bah en fait, moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Vraiment, ou très très peu. Et ouais, je dis très peu, mais en fait, c'est vraiment... ça fait vraiment atelier d'écriture pour primaires collégiens, pour des jeunes qui voudraient se lancer et qui savent pas comment gérer leur imagination. Vous voyez, créer un cadre, une structure, tout ça, et après développer une description, un conte, enfin, bah, vous voyez dans l'idée. Bah, du coup, ça a pas marché, quoi. J'ai espéré du conte qu'il ne soit pas qu'un support, mais en fait, il n'était qu'un support. Il n'y a aucune histoire là-dedans. Chaque chapitre, c'est en fait, c'est un apprenti conteur, donc qui travaille avec son maître conteur. Et chaque chapitre, c'est on est dans une nouvelle situation, quel conte je vais créer. Du coup, il n'y a pas d'histoire, en fait. Et moi, on m'a vendu, je vais écrire une histoire pour te donner envie d'écrire. Non. Par contre, je pense que pour des primaires collégiens qui voudraient apprendre ou se lancer dans l'écriture et qui savent pas trop comment faire, ça peut fonctionner quoi. Mais vraiment pour moi, pas du tout. Donc lui, il va même partir en boîte à livres, malgré le fait qu'il y ait une jolie dédicace dedans. Ensuite, pour vous faire une idée chrono, celui-là, je l'ai lu quasiment en dernier. Enfin, putain. Alors, je suis contente de l'avoir lu en dernier parce que je pense que sinon ça m'aurait dépité de ouf, mais quel bonheur de retrouver les personnages du collier. Donc c'est le collier, le saphir, l'émeraude et le rubis de Charlène Lecor. Elle le vend comme un recueil de nouvelles, je suis pas d'accord. C'est pas un recueil de nouvelles. Mais c'est elle l'autrice, c'est elle qui choisit. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un espèce de mini-roman, si vous voulez. En fait, vous avez... ça n'a effectivement pas beaucoup d'intérêt si vous n'avez pas lu le collier d'abord, parce qu'en fait, on retrouve les personnages principaux du collier dans 3 nouvelles entrecoupées de flashbacks d'un autre personnage. Non, pour moi, ça fait 3 chapitres, si vous voulez, parce que ça se suit chronologiquement très très court dans le temps. Donc ça ressemble pas mal à la cafette, en fait, comme façon d'écrire. Et entrecouper ces chapitres par le point de vue de la médecin Elisabeth. C'est Elisabeth son nom, la médecin? Je crois que c'est non, c'est Elinor, pardon, je suis bête. Elinor de Forvent, qui est donc la médecin royale.
Pour ceux qui n'ont pas la version du collier, le collier c'est la fantaisie de mœurs. On a Elinor du coup de Forvent qui a disparu, qui est la médecin royale. Et on a ses deux maris. On est dans une situation où c'est parfaitement autorisé. Hein. C'est pas un truc. C'est pas un truc interdit où elle se serait cachée d'avoir deux mecs. Non, pas du tout. C'est dans les mœurs. Enfin, tout va bien quoi. Et ces deux maris et l'espion royal vont mener l'enquête en gros pour essayer de retrouver qui a pu enlever ou comment a disparu la médecin royale. Voilà. Et en fait, dans le collier, il y a vraiment... l'histoire, elle est presque secondaire parce que le plus important, c'est les liens entre les personnages. C'est pour ça aussi que ça a vraiment très bien matché avec moi. Et là, c'est exactement ce que j'ai retrouvé. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Parce qu'en plus, avec toute la série de lectures de merde que j'ai faites juste avant, de mauvaises lectures que j'ai faites jusqu'avant, ça m'a fait vraiment du bien de replonger avec des personnages que j'aime, avec des histoires et des intrigues que j'aime et qui sont pas forcément lourdes. Là, il n'y a pas d'intrigue lourde, c'est... vous voyez, dans l'idée. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Je conseille, déjà, lisez le collier, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de lire ça sans avoir lu le collier, mais toujours Charlène Le Corse, c'est vraiment trop chouette. C'est toujours une copine, au passage. On va faire un grand écart. L'abeille qui piqua Cupidon, de Emily Blue. Alors... Bon, ça m'a pas plu du tout. Ça m'a même mis en colère. J'ai rien, je la connais en plus, Emily Blue, enfin maintenant c'est plus du tout son nom d'autrice. Elle a retiré de toute façon de la vente tous les livres sous ce pseudo-là, puisqu'elle s'est créé un nouveau nom d'autrice pour sa sortie de sa trilogie de romance, que je pense que je vais pas lire. C'est une fille que j'aime bien, que je connais bien et que j'aime bien, et j'aurais adoré aimer ses poèmes, mais... C'est pas tant le fait que ce soit peu, c'est le fait que ce soit peu et que en 120 pages de petits poèmes, il y ait 4 fautes d'orthographe qui ne puissent pas être des licences poétiques. Genre des est-ce qui traînent, des mauvaises conjugaisons, des trucs comme ça. Ça ne peut pas être des licences poétiques, ça n'apporte rien au poème. Je dis j'ai été en colère. Je vais expliquer pourquoi j'ai été en colère. Je suis, vous le savez, j'adore la poésie. Je suis très fan de poésie. Voilà. J'ai la collection des poèmes éternels de Hachette qui est quasiment terminée. J'ai écrit plusieurs fois des poèmes. Je suis en train de faire illustrer mon recueil à moi par une de mes meilleures amies. Enfin, la poésie, c'est hyper important dans ma vie d'autrice, vous voyez. J'en lis, j'en écris. J'ai fait des ateliers avec des gens. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est de la poésie contemporaine. Ça ce n'est pas un mal, hein. C'est même plutôt bien en fait pour donner aux jeunes l'envie de se plonger dans la poésie, de passer par un truc contemporain. Mais là il y a un truc qui marche pas du tout avec ça. C'est que c'est pas parce qu'on met le mot contemporain qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Je vais être un peu énervée là parce que c'est terrible, c'est très dur comme remarque, mais il y a un moment j'ai pas envie de me brider dans mes avis. Pour faire un truc contemporain, un art contemporain, il y en a plein, des très bons artistes contemporains. Le principe de l'art contemporain, c'est avoir appris les règles, suffisamment être capable de les maîtriser pour s'en affranchir. Et ça se sent hein, dans le travail. Là, je suis désolée, ça va être terrible ce que je vais dire, mais ça donne vraiment la sensation qu'on a posé 3 mots dans un carnet d'adolescente, et puis on s'est dit, vas-y, je vais en faire un bouquin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de relecture, que les phrases sont même pas vraiment percutantes, les mots reviennent, il n'y a pas de progression dans le recueil, vraiment il y a... Enfin, c'est... vraiment c'est pas bon quoi, je suis désolée mais c'est pas un bon recueil de poésie et ce qui me met en colère, c'est que on utilise c'est du contemporain pour justifier le manque de travail. Je suis pas du tout d'accord avec ça. On peut faire du très bon travail contemporain. Je sais pas si vous connaissez par exemple l'artiste peintre Alex, qui est une femme française, je crois, qui peint des tableaux magnifiques avec des objets du quotidien. C'est donc de la peinture contemporaine parce qu'elle n'utilise pas des techniques classiques, en tout cas pas au départ. Et une fois qu'elle a fait sa toile de fond, elle rajoute un élément, souvent c'est un animal,
Et là, on voit qu'en fait, elle maîtrise la peinture avant d'avoir décidé de faire autre chose. Et ses tableaux sont magnifiques. Et là, pour moi, franchement, il n'y a pas de base. Pour moi, la poésie, comme n'importe quel art, ça demande du travail. J'ai rien contre elle, hein. Vraiment, j'ai rien contre elle. Je lui souhaite de tout cœur de réussir et que ça va bien marcher, que sa trilogie de romance va fonctionner. Je lui souhaite vraiment. Mais elle a écrit 3 livres en 6 mois. Déjà, c'est une sacrée perf. Et quand je vois qu'elle nous fait des réels pour nous expliquer que la réécriture de son tome 1, elle l'a faite en 2 jours, je suis désolée, mais moi, ça me pose question. Vraiment. Parce qu'elle dit qu'elle a eu des bêta-lecteurs qui lui ont fait des retours, machin, tout ça, mais en fait, elle n'avait pas tant de retours que ça, donc en fait, elle n'avait pas tant de choses à retravailler que ça. Ça me paraît hautement improbable. En fait, le problème, c'est que l'art, et a fortiori l'écriture, ça prend du temps. Et ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses que tu matures et sur lesquelles tu reviens après pour les rendre meilleures. Le travail de réécriture, c'est titanesque. Un travail de réécriture, un premier jet, c'est pas publiable. Et c'est exactement ce problème-là que j'ai ressenti là-dedans. C'est pour ça que j'en parle. La poésie, c'est le choix du mot juste au bon endroit. Et là, il n'y a pas ça. Le plus beau poème que j'ai trouvé... Alors attendez, je vais ressortir la citation parce que je l'ai écrite dans mon carnet. « Je suis allée chercher ton signe astrologique comme si les astres auraient pu être une excuse pour te garder. » La phrase est belle. La phrase est belle. C'est une belle prose. C'est même pas écrit en prose, c'est écrit en vers libre, mais... Avec que ça ne suffit pas pour faire un recueil. Je suis vraiment désolée de le dire, mais pour moi, c'est pas suffisant, quoi. Et je regrette évidemment pas de lui avoir acheté, ça reste une copine, je suis désolée de la tacler comme ça. J'aurais adoré que ça passe. Hein. Un truc un peu plus positif. Je vous en ai pris 2. J'ai lu L'Atelier des sorciers, du tome 4 au tome 14. Alors ça se voit même pas là sur la... Si, non, ça se voit même pas, ça se voit là. C'est le tome 14. Wouhou, c'est la couverture spéciale. Voilà, enfin un truc qui m'a vraiment fait plaisir de lire. C'était trop chouette. L'Atelier des sorciers, c'est l'histoire d'une petite fille, Coco, qui va découvrir le secret de la magie et donc qui va être prise sous l'aile de son mentor et qui va apprendre à devenir une magicienne. Et au départ, c'est juste ça. Enfin, il y a une histoire où elle pétrifie par erreur sa mère et donc elle voudrait trouver un moyen de lui redonner vie, quoi. Mais au départ, c'est juste ça. Et moi, je m'étais arrêtée au tome 3 la dernière fois parce que justement, je rentrais pas encore vraiment dans l'histoire puisque c'était juste ça. Mais ça va tellement plus loin. Oh là là, quel plaisir de lire un truc où il y a vraiment une question de morale dans l'Atelier des sorciers qui est hyper importante. Est-ce que ce que je fais, c'est juste? Est-ce que le fait de suivre les lois, c'est juste? Enfin, vraiment, il y a une dimension énorme derrière et que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai particulièrement apprécié le passage des tomes 7, 8, 9, 10 dans cette zone-là. Et les tomes 13, 14, je les ai trouvés moins bons parce qu'on se focus un peu sur un seul et même événement. Donc je trouve que c'est moins intéressant. Là où ceux d'avant, on a vraiment beaucoup d'intrigues qui s'en mêlent. Vous voyez ce que je veux dire? Sans avoir besoin de sauter d'un point de vue à l'autre toutes les 3 cases et de passer à un endroit ou à un autre sur le monde. Pas du tout. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Mais par contre, il y a quand même beaucoup d'intrigues qui s'en mêlent et je trouve ça c'était vraiment la force de Kamome Shirahama. J'ai pas donné son nom. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est la force du bouquin, quoi. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'au tout début, on se fait la remarque tout de suite, mais les dessins sont magnifiques. Attendez, je vais vous montrer. Et les dessins sont vraiment super beaux, quoi. Ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a tellement de détails. On voit que, après, son truc a pris tellement d'ampleur qu'elle a dû écrire plus vite. Oui, je crois que c'est une femme. Elle a dû écrire plus vite, et donc il y a tout un passage où les planches sont un peu moins détaillées. Et puis après, il y a un autre passage où, finalement, plutôt que de moins détailler les planches, on préfère que tu nous donnes moins de planches, mais qu'elles soient aussi détaillées. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là de... Je pense que le journal dans lequel elle publiait son truc a dû lui donner plusieurs directives, parce que je pense que vraiment, la force de ce bouquin, de ce manga-là, c'est les dessins. Et comme il fallait produire plus, bah, les dessins, il y avait moins de fond, moins de décors, moins de machin, moins de trucs. Et du coup, on a dû lui dire, non, produis moins, mais produis mieux. Je pense, je suppose. Mais j'ai vraiment eu cette sensation-là en
en lisant. C'était chouette, c'était choupi, j'adore Coco, je la trouve vraiment très humaine et en fait c'est une petite fille qui va être confrontée à faire des choix qui sont impossibles et elle apprend, en fait c'est vraiment une histoire de passage à la vie adulte et apprendre à gérer des responsabilités et tout, et vraiment c'est très très bien. Vraiment c'est un manga que je conseille. J'ai une copine qui m'a dit il sortait en ce moment à peu près sur Crunchyroll en animé. J'ai très envie de le regarder. J'ai pas d'abonnement Crunchyroll, mais il y a moyen qu'avec mon chéri on passe le pas parce que vraiment j'ai vraiment très envie de le regarder. Vraiment très envie de le regarder parce que c'est touchant, c'est poignant et puis c'est pas trop gnangnan, c'est pas trop pour les enfants quoi. Il y a vraiment des passages qui sont un peu durs et je vous dis la partie morale elle est vraiment très importante quoi. Donc ouais, très très bonne lecture, je suis très contente. J'ai lu L'amour tout un poème de Tino Morazin. Là on n'est pas du tout sur le même mode. Là on est sur tous les poèmes sont des poèmes classiques. Voilà, on n'est pas du tout sur de la poésie contemporaine. D'ailleurs à la fin il y a un lexique et qu'est-ce qui est quoi. Donc, par exemple, j'en prends un. Le poème qui s'appelle À l'aide, c'est un maillet. Le poème qui s'appelle Ode à l'amour, c'est une ode. Le poème qui s'appelle Beauté chérie, c'est un sonnet lozérien, etc., etc. Ce ne sont que des poèmes classiques. C'est incroyablement maîtrisé. Voilà, c'est vraiment incroyablement maîtrisé. Mais il y a un truc qui m'a embêtée. Alors, c'est un poème, c'est un travail pour sa femme. C'est vraiment un livre pour sa femme. C'est beau d'amour, quoi. Vraiment, ça se met dans le titre. Là, il y a sa femme derrière avec lui. C'est vraiment une ode à la femme de sa vie. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Parce qu'il y a 100 poèmes, je crois. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, vous voyez. Il y a pareil, souvent, même si là, on sent qu'il y a énormément de vocabulaire, on retombe toujours sur le même genre de procédé. Par exemple, utiliser les dieux grecs ou Cupidon ou machin comme support. Et il doit y avoir, je pense, sur 100 poèmes, il doit bien y en avoir 15 qui parlent de soit Chronos, soit machin, soit truc, et une dizaine de plus qui parlent de Cupidon, vous voyez. Donc ça m'a... Alors, dérangé, c'est un grand mot, parce que là, il y a vraiment une énorme maîtrise des mots. Mais je pense qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu ras-le-bol, entre guillemets, parce que c'était tout le temps un peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne un peu en rond. Je pense que le recueil aurait fait moitié moins de pages, il aurait été plus digeste pour moi. Mais si vous aimez la poésie, et a fortiori la poésie classique, il y a plein de formes de poèmes que je ne connaissais pas. Hein. Je ne savais pas ce que c'était qu'un maillet, par exemple. Grosso modo, la poésie classique que je connais, elle s'arrête plus ou moins à l'alexandrin. Et après, moi quand je fais beaucoup de poésie, je m'amuse beaucoup avec les sonorités, les rimes et les figures de style, plus qu'avec la forme du poème. Même si ça m'arrive de faire des poèmes avec des formes spécifiques, des haïkus ou des alexandrins ou des sonnets, enfin bref, ça m'arrive. Mais là, on voit, c'est pas juste un peu de maîtrise, comme moi c'est un peu de maîtrise, là c'est parfaitement maîtrisé. Et d'ailleurs, il a reçu des prix, hein. Mais ça m'étonne pas du tout, hein. C'est vraiment un très très bon poète. Prix de reconnaissance, il a eu membre de l'Académie Octaèdre, Grand Prix des Lettres, lauréat du concours Poètes sans frontières, lauréat du Master des poèmes d'or à Montélimar, lauréat de Los Trobadors à Narbonne, lauréat du prix Victor Hugo, haute distinction de la Société des poètes français, Grand Prix de la communauté de la commune Sud-Hérault, premier prix de la plume angevine. Il y en a quand même, et puis c'est mérité, enfin vraiment ces poèmes c'est incroyable, c'est incroyable, c'est vraiment de la vraie bonne poésie. Je pense qu'au bout d'un moment je me suis ennuyée parce que c'était toujours sur le même sujet et toujours un peu la même chose, mais franchement c'était très bon quoi, c'était très bon. Joute Céleste, poète du monde, ceux qui savent savent. Je suis dedans. Ouh, je suis là. Ici, là. C'est moi. C'est ça, c'est moi. Vous voyez, il y a de la prose, il y a du vers libre, il y a de l'alexandrin. Ce qui leur a plu, c'est l'alexandrin. C'était chouette. C'était vraiment bien. Alors, je pense qu'à la fin, j'en avais un peu marre aussi. Je pense que pareil, c'est un peu long comme recueil. Mais là, l'avantage, c'est que comme c'est un recueil de concours, il y a énormément de poètes différents. Donc énormément de thèmes différents, énormément de façons de faire différentes, et donc on n'a pas trop cette impression de redondance. Au bout d'un moment, j'avais envie de passer à la suite, mais franchement, je saisis pourquoi c'était dur de choisir les lauréats, quoi, si vous voulez.
que là, le recueil était bon. Je l'ai même trouvé meilleur que celui de l'année 2024 et de l'année 2023. Je le trouve meilleur que les deux premiers. Voilà. Je suis assez contente. C'est très varié, du coup, forcément. Vous avez les prix jeunes et les prix moins jeunes et les prix monde. Il y a avec ou sans rime, avec ou sans vers, avec ou sans prose. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout. Donc, c'était vraiment chouette. Moi, franchement, je suis contente. C'était une bonne lecture, celle-ci. Dans la série poèmes qui était bonne lecture, il y a Saïra de Pauline Bilisari. Le livre est magnifique. C'est ma sœur qui me l'a offert à Noël. Je suis très très contente de l'avoir reçu. Il était chouette. Vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Attendez, il y a pareil. Là, c'est de la poésie contemporaine aussi. Et c'est de la poésie contemporaine déjà plus travaillée. J'ai lu celui-là juste avant de lire celui de Emily Blue. Il y a juste un truc qui m'a un peu embêtée. Embêtée est un grand mot. On a vraiment un côté... c'est une descente aux enfers et revenir de la dépression. Ça marche très très bien. Il y a une vraie progression dans le recueil. Il y a plusieurs fois où il y a des poèmes, je me suis dit, ah bon, pourquoi là, ça maintenant? Voilà, il y a plusieurs fois où je me suis dit, alors peut-être que c'est sûr, ça a un sens pour l'autrice et probablement une question de rechute ou je ne sais quoi, mais il y a des passages où je me suis dit ça, je l'aurais pas mis dans cette partie-là, vous voyez. Mais ça reste une bonne lecture, c'est de la bonne poésie. Pareil, je pense que j'ai fait une overdose à la fin parce que j'ai tout lu d'un coup, mais voilà. Ensuite, le journal de Samuel de Émilie Tronche, qui m'a été offert par mon meilleur ami depuis le collège. Waouh! Alors, j'ai pas vu la série sur Arte, je l'ai trouvée sur YouTube par la chaîne Arte, donc je vais la regarder. C'était chouette. Pareil, je pense qu'à la fin j'ai fait une espèce d'overdose j'avais envie de sortir de ce genre de lecture, c'était trop enfant parce que là c'est vraiment jeunesse quoi. C'est vraiment bien hein, par contre, c'est vraiment bien, c'est le journal intime de Samuel, CM2 6ème, qui est amoureux mais en fait faut pas le dire, enfin vous voyez. Je m'attendais à des thèmes plus dramatiques parce qu'il dit qu'il a un secret dont il veut pas parler, mais en fait son secret dont il veut pas parler c'est qu'il est amoureux de la grande Julie quoi. Mais en fait, c'est assez symptomatique de cette époque-là. Ça m'a fait vraiment penser à en ce moment ce qui se passe pour le petit bonhomme. Voilà, il est un peu plus jeune, il est qu'en CE2. Mais là, on commence à être sur des petits émois, quoi. C'est mignon. Donc c'était agréable à lire. C'était très nostalgique. Parce que ça, c'est très ancré dans ma période de moi quand moi j'étais en primaire-collège. Parce qu'il y a des histoires de feuilles Lidl, il y a les dessins qui sont clairement du MSN. Donc vraiment, c'est très très nostalgique. Donc ça a bien marché. Après, je pense qu'à la fin, effectivement, j'étais contente de passer à autre chose. Je l'ai lu en une traite, je crois, en une matinée. Ou un midi, un truc comme ça. Autre truc, je pensais que ça allait me déranger. Les dessins super simplistes, je pensais que ça allait me déranger parce que j'aime pas trop ça d'habitude. Non, là finalement pas tant, mais j'aime bien de toute façon le mode journal, donc voilà. C'est pas excellent comme lecture, mais franchement, je suis contente de l'avoir lu, ça m'a bien plu. Et comparé à certaines autres lectures que j'ai fait dans le mois, mais on n'est pas du tout sur le même niveau d'appréciation, quoi, je pense que vous aurez compris. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler pendant ce défi, c'est La Petite Sirène de Benjamin Lacombe. Il y a un vrai truc positif que je ne savais pas, j'avais pas fait gaffe quand je l'avais acheté. Tout à la fin, il y a la correspondance de Andersen avec ce qu'on comprend être l'homme dont il était amoureux. Il y a une analyse derrière, une analyse et une critique de... En fait, si on prend La Petite Sirène sous le prisme de la trans/homosexualité, c'est une héroïne féminine, mais vous voyez, elle est dessinée de façon très androgyne parce qu'en fait, la lecture la plus probante, c'est que Andersen se soit projeté dans La Petite Sirène pour expliquer un amour impossible, parce que donc il est amoureux d'un homme qui va se marier à une femme qu'il aime. La vraie histoire de La Petite Sirène, elle est tragique, mais elle est tragique et ça fait vachement écho à la vie d'Andersen parce que la petite sirène est amoureuse du prince, mais le prince va se marier avec une autre femme qu'il aime dans la vraie histoire. C'est ça qui se passe. Et à la fin, la petite sirène se transforme en écume de mer et voilà. Vous voyez, tout là, toute la fin là, il y a
l'analyse, il y a la correspondance avec cet ami, donc qui lui était très cher, la correspondance d'Andersen, et une analyse dans la postface que j'ai trouvé hyper intéressante, hyper pertinente. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le conte en lui-même, mais ça je le savais, me transcende pas, mais parce que moi je pense que je suis pas hyper cliente des contes parce que moi j'ai besoin de rentrer vraiment dans une histoire longue. Je pense que c'est pour ça que j'aime les romans. C'est que les contes c'est trop court pour moi. Donc je le savais, j'ai pas été du tout déçue. Je suis contente de l'avoir enfin lu. L'édition de Benjamin Lacombe elle est juste magnifique déjà de toute manière. Regardez-moi les planches. Il y a des planches comme ça quoi. C'est juste incroyable. Je suis très contente de l'avoir lu. Je trouve que l'analyse à la fin apporte vraiment un plus. Maintenant, c'est pas une lecture plaisir, quoi. J'ai vraiment eu l'impression de m'éduquer. C'était plutôt ça. C'était une lecture pour m'éduquer, avec un très bel objet de livre. J'ai failli, à la fin du mois, ajouter les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe que j'ai en manga, le 1 et le 2. Et je me suis dit, franchement, t'as passé un si mauvais moment. Pas tant, mais tellement une suite de déconvenus. Les lis pas maintenant, sinon tu vas pas les trouver ouf. Vraiment, je me suis dit ça. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Arrête le challenge là, arrête là les bêtises quoi. Et puis c'est pas grave. Je suis hyper déçue pour les recueils de poèmes parce que je m'attendais vraiment à adorer. Et il y en a aucun qui a été un coup de cœur dans les recueils de poèmes. Saïra m'a bien plu, mais Tino Morazin m'a bien plu, mais Juste Céleste m'a bien plu, mais... Et alors Emily Blue, bah voilà, on va pas en reparler. Donc, je suis un peu déçue sur mes recueils. Je suis vraiment, vraiment soulagée et contente d'avoir lu le recueil de nouvelles du Collier. Parce que sinon, je sais pas comment je m'en serais sortie. Et heureusement qu'au milieu du mois, j'ai lu tous les tomes de l'Atelier des Sorciers, là, parce que sinon, je pense que j'aurais arrêté le challenge et je serais passée à autre chose, parce que ça ne marchait pas du tout, quoi. Ça marchait pas du tout. Donc, c'est pas un très bon challenge. Vraiment, je pense que j'avais arrêté de le faire, ce challenge. Je m'étais dit, vas-y, ça va quand même vider ma palle, c'est pas mal. Effectivement, ça a bien vidé ma palle, parce que 22 livres en moins, c'est pas mal, sur une palle qui en faisait 150. 160. Mais bon, là, il est temps de se rendre compte que les challenges, c'est pas pour moi, et puis c'est pas grave. Je vais me replonger dans les aventuriers de la mer avec bonheur et délectation. J'ai beau n'avoir repris qu'il y a moins d'une semaine, j'ai déjà dévoré 250 pages en plus. Et vous savez qu'en ce moment, je lis pas autant que ce que je lisais avant. Donc franchement, je suis vraiment dedans. Là, aujourd'hui, je suis super triste parce qu'il est peu probable que j'ai le temps de lire. Ah mais ouais, non, un peu déçue. Mais bon, écoutez, c'est le jeu. C'est le principe aussi de faire un challenge. C'est parfois ça ne matche pas, quoi. Sur ces belles et tristounes paroles, je vais vous faire des bisous. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Et je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Ciao!